Se reconnecter à son axe par la respiration, revenir à soi par la respiration, gérer son éventuel stress par la respiration, gérer ses émotions par la respiration, c'est de ce dont on va parler dans ce nouvel épisode où j'ai la grande chance d'inviter Sarah Saïdi qui va nous parler de cette respiration qu'elle a retournée, décortiquée dans tous les sens. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir la papesse de la respiration. Belle écoute. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sarah Saïdi qui va nous accompagner dans la respiration et peut-être une connexion spirituelle. On va découvrir en tout cas du souffle. Qu'est-ce qu'induit un acte auquel on ne pense pas, la respiration? Qu'est-ce que cet acte tout à fait naturel, complètement inconscient? Qu'est-ce qui se passe quand on y met de la conscience? Alors, Sarah, bienvenue. Merci beaucoup Virginie, je suis heureuse d'être avec toi sur un sujet passionnant et je suis certaine que l'on va passer un beau moment riche en découvertes et en échanges qui viennent enrichir d'abord nous personnellement parlant, mais aussi les auditeurs. Merci beaucoup Sarah. Alors, j'avais cette première question. Est-ce que tu arrives à te présenter ce qui fait qu'aujourd'hui, ton canal, ton médium à toi, c'est cette respiration? Comment c'est arrivé dans ta vie? Qui tu es? Comment c'est arrivé? Alors, je m'appelle Sarah et je suis spécialiste de la respiration. C'est comme cela que je me présente aujourd'hui. Je n'ai pas toujours fait ça. Je viens du monde de l'audit et de la finance. Et j'ai eu un côté très évidemment tourné vers la productivité, vers la performance, vers un peu le train-train quotidien, mais pas simplement le train-train quotidien vraiment où l'on bosse dur et on travaille pour réussir sa carrière, monter dans les échelles, etc. Et en fait, c'est à chaque fois le corps qui m'a rattrapée. C'est-à-dire que mon corps, je le sentais très souvent à côté. Donc c'est intéressant parce qu'à l'époque, en fait, ça m'a arrangé de me couper de mon corps. Mais il y a eu quand même des moments où vraiment je frôlais avec l'épuisement et que je me suis dit mais en fait je ne veux pas de ça. Et donc j'avais toujours une part de moi qui disait mais en fait tu feras pas ça toute ta vie. Ton bonheur, il se situe peut-être ailleurs, mais pour l'instant reste-y, vois ce que tu peux apprendre et continue à apprendre. Donc en fait, tu vois, il y a toujours eu cette petite réflexion de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Aujourd'hui, j'évolue, donc j'habite à Paris, et j'évolue aussi dans un écosystème où je suis entourée de personnes qui ont de bons postes, qui ont une vie, en fait, très, parfois bien rangée et correcte et tout. Mais il y a toujours cette question-là de, je sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Pourquoi? Parce que dans tous les métiers qui, notamment dans les grandes entreprises, dans les métiers, on vient beaucoup solliciter l'intellectuel. On a un peu cette rupture de, ok, je dois être performant, productif, prendre des décisions, et on passe dans le mental. Et en fait, si on coupe le corps, et ben à un moment ou à un autre, le corps a envie de se recentrer parce qu'il existe. Et donc, c'est cette question-là qui m'a intéressée, et elle m'a intéressée pendant plusieurs années. Donc, j'ai travaillé 8 ans avant de lancer mon propre projet et aujourd'hui je suis à plein temps sur la discipline de la respiration depuis 2 ans parce que c'est réellement la respiration qui a créé cette connexion entre le corps et l'esprit. J'y suis venue après avoir pratiqué beaucoup de sport, du yoga et de m'être aussi formée à des techniques comme la sophrologie, l'hypnose, la PNL, le breathwork. Donc cette curiosité a emmené sur son passage beaucoup de réflexions et tu vois ça s'est fait dans le temps. Et ça s'est fait sur quelque chose de construit. Et c'est rigolo parce qu'hier, j'ai écrit un post sur LinkedIn en me disant « Je l'incarne aujourd'hui, mon message ». Et donc, c'est là où ça se ressent. Et la manière dont ça s'est fait, elle est très aussi... j'aime beaucoup l'histoire parce que, en fait, les gens ont connecté avec moi avant de connecter avec ma pratique. Et en fait, ils se sont sentis en confiance. On dit « Ouais, c'est trop bien, on va aller respirer avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, mais on va y aller quand même. » Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, en formant comme ça des groupes où effectivement je transmets des techniques de respiration en musique et où les personnes progressent sur leur lâcher prise, sur leur connexion au corps, sur même le développement de leur propre business, de l'entreprise. J'interviens aujourd'hui beaucoup sur des systèmes d'entrepreneurs. En fait, on se rend compte que il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui peut arriver lorsque on
on explore en fait cette voie du souffle. Et à force de tirer en fait sur la thématique, je me suis dit mais c'est un sujet illimité en fait, mais j'ai vraiment envie d'en faire un métier. Et c'est pour ça que voilà, j'en suis arrivée à aujourd'hui en faire réellement mon métier. C'est ce qu'on a partagé un petit peu avant de préparer cet épisode. Puis tu me disais, le souffle, c'est quelque chose d'essentiel. Tu me disais même quelque chose que parfois je dis, même la prière, c'est une méditation. La méditation, c'est de la respiration. Et tu me disais, cette source qu'on a finalement à travers toutes les spiritualités, toutes les confessions du monde, il y a cette base-là. Comment toi, t'es arrivé à faire que c'est cet outil-là qui vient te reconnecter à toi-même, en fait. Oui. C'est rigolo parce qu'il y a un passage dans mon livre où je dis j'ai pas réinventé l'eau chaude. Loin de là. Alors franchement, heureusement que le monde n'a pas attendu 2023. Disons en plus, tu es en train d'écrire et de publier un livre, parce qu'on se l'est dit avant, mais vrai. Là, voilà, qui sortira bientôt ou... Oui, dans 2 mois exactement. Alors on enregistre. Donc là, en fait, il est en précommande jusqu'au premier jour du printemps, le 21 mars. Et donc je mettrai les liens sous le podcast. C'est trop cool. Comme ça, en fait, dans ce livre qui aborde la question de la respiration et en particulier de la respiration rythmique, c'est-à-dire des effets de la respiration en musique qui induisent différents états de conscience, il y a un passage où je dis heureusement que, en fait, toutes ces pratiques existent depuis la nuit des temps, depuis que les tribus en fait se retrouvent pour fêter ensemble, pour célébrer ensemble, pour jouer de la musique, pour danser, et on peut aller même retrouver des traces d'exercices de respiration qui induisent des états modifiés de conscience et de transe dans des pratiques en fait, y compris qui ont été effectuées par des chamans ou des transmissions chamaniques. Donc ça s'est fait tant, tu connais très bien le Brésil, mais ça se fait tant en fait en Amérique latine que dans des mondes soufis, qu'aux États-Unis sur des festivals de musique beaucoup plus électroniques. Donc en fait, ça a voyagé à travers le temps, mais ça a toujours existé. Et aujourd'hui, quand on fait un voyage, que ce soit à Bali, à Tulum, en Amérique latine, il y a toujours comme cela des centres qui continuent de transmettre la pratique, qui sont aussi peut-être cousins de ce que l'on voit au yoga et qui en fait ont toujours existé. Donc mon travail à moi, ça a été d'étudier la respiration en tant que mécanique, en tant que un effet qui est à la fois je dirais même un mouvement du corps qui est inconscient la plupart du temps, que l'on peut conscientiser, au même titre que le mouvement et au même titre que l'alimentation. Donc je pars du principe que le mouvement, l'alimentation et la respiration sont les 3 piliers en fait qui dirigent notre activité du quotidien. Petite parenthèse par rapport à ce que je disais au yoga. En fait, au yoga, il y a les différents piliers, il y a la philosophie de vie, il y a la pratique physique et les pranayama, qui est en fait le souffle de vie, si on veut vraiment traduire pranayama en sanskrit, qui reconnecte. Et en fait, le pranayama, c'est l'un des piliers au yoga, entre guillemets, qui est le plus dangereux, tu vois, dans la philosophie yogique, parce que le pranayama est intrinsèquement puissant et qu'en fonction de la manière dont on respire, on peut vraiment modifier le rapport à soi-même. Et donc, ça en est devenu un outil très sérieux. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça a planté une graine où je me suis dit, mais quand même, on vit dans un monde où on respire tous les jours depuis des millénaires. Les gens au yoga, ils disent attention, par contre, le pranayama, c'est dangereux. D'où respirer, c'est dangereux. Et en fait, c'est cette dualité-là, moi, qui m'a intéressée et qui continue de me passionner. Je pense que j'ai pas fini d'explorer le sujet. Mais juste, il y a un déclencheur de puissance à l'intérieur de nous quand on apprend à utiliser la respiration qui est, je pense, sous-exploité dans nos quotidiens d'aujourd'hui. Et donc, quand je passe en entreprise, sur des couples collectifs, etc., et que je donne des cours de respiration, les thématiques que je vais aborder, ça va être davantage la gestion du stress, l'anxiété, le lâcher-prise, la gestion des émotions, parce que... Il y a un petit peu de boulot, là, une toute petite cible. Si on parle en marketing, on est dans une niche, là. On est clairement dans une niche. Et en fait, on se dit, oh là là, on peut faire tout ça avec son souffle? En fait, oui. Et c'est ce que je transmets en fait au quotidien. Mais intellectuellement parlant, ce que l'on peut retrouver en fait en termes d'histoire, de spiritualité, de philosophie, de développement personnel, en fait c'est un sujet illimité. Et je pourrais t'en parler des heures, mais je pense que j'ai pas fini d'explorer encore. Et je trouve que c'est un basique, mais pas si basique que ça. En fait, c'est très complexe. Et du coup, en fait, toi, tu as
inventé cette méthode de la respiration rythmique. Qu'est-ce qu'elle va apporter spécifiquement dans l'approche, dans la technique, par rapport justement quand tu fais référence, ça existe depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à avoir une approche unique? J'ai modernisé au maximum pour adapter ces pratiques ancestrales à nos quotidiens de gens hyper occupés. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour concentrer en un minimum de temps les effets et la transformation. Aujourd'hui, la première objection que j'ai sur les personnes que j'accompagne, c'est j'ai pas le temps. Évidemment, c'est rigolo parce que notre vie n'a jamais été simple et aussi facilitée, et pourtant on n'a jamais eu autant peu de temps. Donc déjà, il y a un petit paradoxe assez rigolo à observer, fin de la parenthèse. Donc j'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps. Très bien. Donc comment est-ce que dans ton agenda super occupé, en fait, on va retrouver le bon bout qui vient tirer la bonne motivation pour te retrouver ce dont tu as besoin et retrouver les ressources à lesquelles toi tu vas avoir besoin. On me dit je sais pas, moi j'ai envie d'avoir plus d'énergie au quotidien. Genre toujours plus. Ok, on va aller chercher plus d'énergie au quotidien. Ok, c'est très simple. Pour aller retrouver plus d'énergie au quotidien, tu sais que ton corps va transmettre des informations à travers le système nerveux à ton mental. Donc, comment est-ce que ton corps peut transmettre encore plus d'énergie à ton système, à ton mental? Et en fait, la respiration. Parce que la respiration induit tout de suite une différence dans la manière dont le corps, en fait, va communiquer au mental. Le corps capte en temps réel, en fait, toutes ces informations-là. Et le corps c'est la faculté de neuroception, en fait, il va communiquer. Est-ce qu'il se sent en sécurité, en danger? Est-ce que là, au contraire, il a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin et ça peut être très très basique, boire, dormir. Est-ce que la température est bonne? Donc tout ça est transmis en temps réel à notre incroyable machine qui est le cerveau. Et donc en fait, comment est-ce qu'on induit plus d'énergie? On va travailler tel et tel exercice de respiration. Ok. Comment on maximise ta possibilité de te concentrer sur ton exercice de respiration? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les gens s'ennuient sur les exercices de respiration un peu classiques. C'est lent. Comment est-ce qu'on peut ajouter cette notion de prendre du plaisir alors sur ton exercice de respiration? Et la réponse à ça, je l'ai trouvée dans la musique. Les sons en interaction avec le souffle créent cet état où en fait le corps va travailler la respiration et le mental va être aidé par les sons qui vient créer la bulle. Et la combinaison des deux, elle va être encore plus donc renforcée par la manière dont je vais coacher. Et donc respiration, musique et le coaching sont les 3 ingrédients de la méthode qu'effectivement j'ai pu créer de bout en bout sur des sortes de protocoles qu'on utilise en fonction de nos objectifs. Réduire l'anxiété, augmenter sa concentration, augmenter sa confiance en soi, sortir de la tristesse, etc. C'est top parce que ce que tu viens de dire, c'est on connaît tous la méthode la plus démocratisée qui est la cohérence cardiaque. Oui. Et on sait que ça fait du bien. Et on en a tous effectivement très marre au bout de 20 secondes, la plupart du temps. Alors, quand on arrive à faire 5 minutes, on sent les effets, on sait que c'est bon, mais on n'arrive pas à le tenir. Et toi, en fait, tu as réussi à faire dépasser cette espèce d'ennui, où même des fois, l'esprit est parti, puis tu as perdu le fil juste parce que tu es déjà parti. Toi, tu as réussi à transcender ça, en fait. Et je pense que tu as posé le doigt sur effectivement ce que j'ai apporté, personnellement parlant. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, je me suis beaucoup inspirée. C'est-à-dire que pour en arriver là, j'ai pratiqué la sophrologie, j'ai pratiqué la respiration holotropique, j'ai pratiqué le breathwork, j'ai pratiqué l'hypnose, la programmation linguistique. En fait, toutes ces choses existaient déjà, mais je trouvais qu'elles étaient cloisonnées. Et aujourd'hui, quand tu regardes un peu le monde de l'accompagnement, t'as beaucoup de petits bouts et souvent les gens évoluent parce qu'ils vont naviguer et chaque accompagnant va apporter quelque chose. Donc le processus va se faire comme ça. Donc moi j'ai dit je ne veux pas avoir un accompagnement, je veux transmettre une expérience où chacun vient vivre. Et donc je me suis beaucoup inspirée du monde du sport pour ça, parce que dans une salle de sport, les gens viennent pour différentes raisons. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même humeur, ils n'ont pas le même état d'esprit, ils n'ont pas le même objectif et tout le monde s'y retrouve. Et moi, c'est ça que j'adore. Et donc, tu vois, comment est-ce qu'on peut garder la motivation sur un cours de sport? Souvent, ça va être l'énergie du coach, ça va être la difficulté de l'exercice qui vient recentrer le mental sur la difficulté et ça va être l'ambiance. La méthode, en fait, elle s'est imprégnée de ça pour aider les personnes à garder le cap. Je vais un cran plus loin parce que je pense que c'est intéressant et ce que tu dis, en fait, c'est la partie ressentie. En fait, il y a la notion de plaisir. La notion de plaisir qui est intrinsèquement, en fait, dopaminogène. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les musiques électroniques qui forment souvent des boucles, et ces boucles, en fait, entraînent le cerveau sur une forme d'état déjà de transe à travers la musique. Donc, en fait,
Quand on regarde, par exemple, un concert ou un festival de musique électronique, il y a des boucles qui tournent et puis au bout d'un moment, arrêt, les gens sont dans le noir et là, l'ambiance descend et d'un coup, bam, ça remonte. En fait, cet effet d'attente continue de sécréter l'hormone de la récompense, qui n'est rien d'autre que la dopamine, et en fait vient recréer en continu ce schéma hyper dopaminogène. Et la musique, elle a ce pouvoir de recentrer le mental, mais en plus de piloter notre chimie à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'on peut donc rendre les exercices de respiration plaisants pour que tout le monde ait envie de recommencer? C'est cette équation en fait que j'ai cherché à résoudre. Et à partir du moment où on est prêt au jeu, en fait, ça devient une exploration intérieure. Et on progresse. Et c'est rigolo parce que là, on se parle, mais la semaine dernière, j'ai eu la question de me dire, est-ce qu'on progresse en fait quand on vient pratiquer? Et la réponse est oui, mais comment on sait qu'on progresse? On change de perspective sur différentes questions, on gère mieux ses émotions, on apprend à davantage lâcher prise, on augmente sa capacité, mais vraiment physiquement parlant. Donc en fait, la respiration pour moi, c'est aujourd'hui comme n'importe quelle activité physique qui en plus a des bénéfices au niveau mental, émotionnel et réellement de connaissance de soi. Et du coup, toi, Sarah, donc tu habites à Paris, tu disais, est-ce que les gens ont besoin de venir en salle? Tu formes des personnes. Comment on peut bénéficier de ta respiration, en fait? Oui, j'ai des partenariats en local à Paris, donc j'interviens effectivement dans les salles, mais je donne des cours de visio toutes les semaines et c'est rigolo parce que j'ai des Suisses aussi qui participent à mes cours, j'ai reçu des personnes... En fait, la visio ouvre un champ que je pensais même pas atteignable au départ parce que effectivement sur le monde francophone, je donne des cours en français. Les cours en anglais, je les donne vraiment de manière plus ciblée en fait quand le public est spécifiquement anglophone, mais dans le monde francophone, j'ai la chance de pouvoir avoir une couverture extrêmement diverse. Et il y a un autre point, Virginie, là, qui me vient et qui, je pense, est intéressant aussi à partager aux personnes qui nous entendent. Tu sais, dans le monde du bien-être, la population est largement féminine. Et c'est pas un cliché, qu'on le veuille ou pas, les femmes s'intéressent beaucoup plus à leur bien-être. Et en fait, sur les cours que je donne, et surtout en présentiel, j'ai des groupes mixtes. Et là, ça fait bien 2-3 mois que mes groupes sont mixtes à 50-50. Et en fait, pour moi, je me fais un petit pouce comme ça pour les personnes qui ne nous voient pas. Et en fait, intérieurement, c'est tellement une belle victoire pour moi de me dire, peu importe le background, peu importe qui vous êtes, il y a quelque chose à pouvoir expérimenter. Ça me met exactement dans ma zone de recentrage de ce que je voulais amener justement par la pratique. Ça, c'est top. C'est aussi une histoire de posture dans le développement personnel. Je crois en tout cas de son être, hein, il y a aussi une histoire de posture. Qu'est-ce qu'on met autour? Aussi, on a des fois des femmes parce que le discours est très féminin, parce qu'on met beaucoup de fleurs. Alors quand on reste dans quelque chose de neutre, d'ouverture, les hommes viennent aussi s'ils se reconnaissent. Hein, ils peuvent vraiment venir. Donc c'est aussi nous d'avoir cette ouverture. Si on parle que des phases de la lune et voilà, ils vont pas forcément se reconnaître à ce moment-là. Je vais rebondir sur quelque chose. Sarah, tu nous as mis des mots un petit peu comme ça, le breathwork, la respiration holistique, qui sont pour moi, et tu corriges, hein, en tout cas des choses qui arrivent quand même moins connues que la cohérence cardiaque, mais quand même qui commencent à se faire connaître, mais qui induisent un état transcendantal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, comment tu te différencies vis-à-vis de ces pratiques? Alors la question est intéressante. Accrochez-vous. que je vous donne les informations d'abord avant de vous donner ce que moi j'en pense. Donc le breathwork, c'est le travail de la respiration. C'est le mot anglais, le mot en français qui se rapproche le plus du mot breathwork, c'est respiration holotropique. Pourquoi? Parce que elle est holo, complète. Donc on récupère le souffle et par le ventre et par la poitrine et on est gonflé à bloc et on expire et on regonfle à bloc. Et donc en fait, cette respiration donc holotropique, elle est connue par ses effets puissants sur le corps. Et donc c'est une respiration qui a des contre-indications parce que elle n'est rien d'autre qu'une forme d'hyperventilation. Et l'hyperventilation, pour peu que vous ayez déjà fait une attaque de panique ou pour peu qu'en fait vous soyez enceinte ou épileptique, et ben vous savez que c'est contre-indiqué. Donc déjà, juste regardez par rapport à votre possibilité physique. Pour les personnes qui sont capables de faire du sport et qui sont en bonne santé avec zéro contre-indication là-dessus, à ce moment-là, elles sont autorisées à faire cette pratique-là. Il faut se dire que l'intensité pour le cœur, c'est un peu comme faire un sprint.
j'ai déjà eu l'occasion de mesurer le battement cardiaque en fait sur un exercice comme ça, alors que la personne est statique. La personne était autour de 130 pulsations par minute. Donc en fait, le cœur pompe sous l'effet de cette respiration qui vient inspirer, 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 inspirer. Donc déjà, par rapport à ça, il y a des personnes qui vont dire « Oh, c'est agressif ». Ok, bon, bah oui, c'est aussi challengeant, en fait. Tout dépend, encore une fois, de la perspective. Parce que la respiration, elle a toujours été connue dans le monde zen, de la sérénité et tout. Alors là, on n'est pas du tout sur la même énergie quand on parle de breathwork et de respiration holotropique. On peut même passer sur des mondes musicaux qui sont davantage imprégnés de la musique électronique, de la musique techno, de la musique qui va être de la musique de film aussi, mais vraiment des tonalités rapides. Et donc cet exercice-là, comme il est dur physiquement parlant, souvent on l'accompagne en fait par la musique pour faciliter et pour créer en fait l'expérience. Et à partir d'un certain nombre de minutes de respiration, notre mental va voyager. Sous l'effet de l'oxygène, en fait, notre corps répond et notre corps commence à ressentir des choses. Changement de température, la tête qui tourne, la bouche qui s'assèche parce qu'en plus c'est une respiration qu'on amplifie en termes d'oxygénation et qui récupère cet air et qui vient remplir les poumons. Et en fait, cette hyperventilation-là, au bout d'un certain nombre de minutes, tape dans le mental. Et ça devient très vite un exercice mental. Tu vois, quand on dit un mental de sportif, bah là, c'est réellement le cas. C'est-à-dire que faut s'accrocher juste pour respirer. Tu vois, on est à ce niveau-là de concentration à l'intérieur de soi-même. Et en fait, cet effet mental va pouvoir induire justement des réflexions intérieures. Est-ce que je suis capable de le faire? Non, là, je vais abandonner. Là, je vais pas y arriver. Et en fait, quand cet état est transcendé, et en compagnie aussi, parce qu'attention, c'est aussi un exercice de lâcher prise. Là, faut vraiment lâcher sur la difficulté. C'est là où on travaille justement le fait de lâcher prise et se relâcher à travers l'intensité, tu vois. C'est-à-dire que le corps ne bouge pas. Et pourtant, il y a cette énergie qui passe en continu à l'intérieur du corps et qui amène une sorte de tsunami intérieur. Et là, en fait, lâcher. Et se lâcher, ça nécessite de la confiance pour se dire, OK, là, je fais confiance au process et en fait, je m'autorise à lâcher. Et quand il y a ce point d'inflexion, il peut se produire ce que l'on appelle une libération émotionnelle. Et la libération émotionnelle peut arriver si, par exemple, les manifestations extérieures, si par exemple, ça va être les pleurs, ça va être des fous rires, ça va être des choses qui sont très spontanées, très intuitives parce que la barrière de contrôle mental, bam, elle s'est levée. Et en fait, le breathwork est connu pour venir créer la tension pour lever cette barrière mentale. Et en fait, ce chemin-là, moi, je le trouve simplement passionnant. Et donc, le breathwork, évidemment, c'est une pratique qui est absolument intéressante, passionnante, efficace, performante et qui, en plus, forme une expérience qu'on n'oublie jamais. Mon avis personnel, pour clairement répondre à ta question là-dessus, c'est que je suis fan de cette pratique et j'ai d'excellents résultats sur cette pratique. Mais le prérequis numéro 1, c'est de se sentir en confiance avec la personne ou dans le groupe dans lequel on va aller. Et j'ai créé un article sur le sujet là-dessus sur mon site sur Google. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important? Parce qu'en fait, quand on est dans un état de transe ou un état modifié de conscience, on se reconnecte à sa vulnérabilité, à sa part d'humanité. Et on n'est plus dans ce contrôle mental qui a pour rôle de nous protéger. Donc, on n'a plus nos filtres protecteurs habituels. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'être accompagné par des personnes formées, backées, solides sur leurs appuis? Parce qu'en fait, notre conscient et notre inconscient devient très perméable aux messages qu'on envoie durant cette pratique. Et que pour peu que vous tombiez sous l'influence d'un gourou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, en réalité, ça peut clairement devenir dangereux. La pratique, elle arrive de plus en plus dans le monde francophone. Je dis pas, aujourd'hui, le danger, il est quand même minime, entre guillemets, mais pour que vous puissiez vivre une belle expérience, faut juste, là, je plante juste un pare-feu qu'il faut avoir pour bien sentir la personne. Et c'est un peu comme, vous savez, vous sauteriez pas en parachute avec une personne avec qui vous ne vous sentez pas en confiance. Et là, c'est pareil. C'est vraiment un saut que l'on fait quand on vient vivre cette expérience-là, et c'était pour moi important de le dire. C'est hyper important parce que cette espèce de garde-fou, de réflexion, on doit l'avoir dans n'importe quelle pratique. Je ne sais pas si tu as eu fait, moi j'ai fait aussi beaucoup par exemple de cercles de tambour.
Vous voyez, quand il y a des cercles comme ça, avec nous, on a eu 70, 70 tambours, où ça met dans un état de conscience modifié, où si l'univers est pas bienveillant, on est un peu open, on a les chakras un petit peu tout content, tout en vibration, et il peut se passer des choses. Moi, quand j'organise des week-ends ou des choses comme ça, des moments, j'ai toujours, vous savez, sur ces moments-là, c'est là où les gens tombent amoureux. Je dis non, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Pourquoi? Parce que vous êtes en ouverture d'esprit, vous aimez tout le monde, vous avez rencontré votre 5e flamme jumelle, c'est super, mais vous laissez poser une semaine parce qu'on doit prendre soin de son énergie. Et en général, au bout d'une semaine, il n'y a plus du tout de flamme jumelle, on n'est plus amoureux et on a évité bien des drames, bien des larmes. Donc, essayez de faire super attention. Puis c'est effectivement aussi de la vulnérabilité vis-à-vis des personnes qui accompagnent. Et comme tu dis, bien dans ses baskets. Et plus que ça, c'est aussi intègre. Parce qu'effectivement, parfois aussi, il peut y avoir des hommes, de moment, on me dit ça m'est arrivé de dire, dans ces états un peu de conscience modifiée ou dans le monde du chamanisme, des fois, je tacle un petit peu ce monde-là, tu m'excuseras, mais des fois de dire, oui, on est bien, on est en pleine nature, il y a des tambours et c'est pas grave si le chaman qui tient le stage, en fait, il a fait des petits trucs avec les participantes. Bien sûr, tout le monde est consentant, mais tout le monde est consentant à un moment où dans l'énergie, on est complètement olé olé, et quand on redescend, il se passe quoi? Et ça, pour moi, le garde-fou que tu donnes, Sarah, il est hyper important dans n'importe quel courant spirituel où justement on s'autorise la vulnérabilité. Et du coup, l'état de modifié de conscience, ouais. Oui. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont cette posture, on va dire, d'intégrité, qui s'intéressent réellement à la technique et à l'expérience uniquement sans pouvoir d'influence, vont vous dire la partie la plus importante du breathwork, c'est pas l'hyperventilation, en fait. La partie la plus importante, c'est l'intégration. Pourquoi? Et ça, on le retrouve dans les pratiques du yoga, le fameux Shavasana à la fin d'un cours de yoga où le corps, en fait, absorbe. Mais en fait, c'est là où toutes les pièces du puzzle se recollent. C'est là où, en fait, on se dit, OK, j'ai vécu une expérience, effectivement, qui m'a transcendée. J'ai peut-être compris des choses, reconnecté des liens, etc. Mais, en fait, cette compréhension-là, elle arrive après que le corps ait retrouvé son intégrité à lui aussi. Donc, le breathwork, c'est la discipline en vogue en ce moment, en tout cas dans toutes les pratiques du souffle. Elle est puissante, je pense. Je suis heureuse, en fait, d'être tombée dessus parce que, en fait, je ne suis pas zen par nature. Quand j'avais commencé par la relaxation, par la sophrologie, par des pratiques douces, il y avait une partie en moi qui restait là, qui disait non, il me manque ce bout, en fait, d'expérientiel que j'aime aussi. Et donc, elle va amener de l'intensité. Et donc, la question que je peux partager aussi, Virginie, pour compléter sur ce que tu viens de dire, en fait, je pense que comme dans toute chose, comme dans la méditation, parce que la respiration, c'est une forme de méditation active. Hein. La respiration, c'est juste l'outil de méditation, en fait. Donc, ça reste quand même une méditation, ce que l'on fait. Mais comme dans toute méditation, c'est toujours intéressant de poser une intention. Et donc, cette question d'intention, en tout cas, en tant que de personne qui est intéressée par les pratiques autour de la respiration, etc., elle est importante. Et d'ailleurs, je dirais même, tout à l'heure, tu as dit la cohérence cardiaque, c'est l'exercice le plus connu et on abandonne vite. Bah oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on le fait parce qu'il faut le faire et on perd cette intention-là. Alors que quand on pose réellement l'intention de se dire, OK, je vais faire mes 5 minutes de cohérence cardiaque parce que là, vraiment, j'ai une rencontre importante qui m'attend et j'ai besoin de stabiliser mon humeur parce que ce matin, il y avait trop d'embouteillages et je me sens hyper électrique. Et ben en fait, mon intention, c'est même remettre du calme. Et quand je vais poser ça, et ben en fait, je le fais pour atteindre mon objectif. Si vous abandonnez trop vite, juste posez-vous pourquoi vous faites les choses en fait. Et ça peut placer votre curseur de pratique sur un besoin que vous avez et donc une motivation qui va vous aider à tenir. C'est hyper bon, Sarah, ce que tu dis, parce que pour moi, il y a pareil, si on l'extrapole un peu large, c'est quelle que soit la pratique, quelle est l'intention. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de personnes qui vont courir de stages en technique et dire, OK, c'est quoi l'intention? Et je rebondis sur, tu as fait quelque chose, tu as eu une pratique, combien de temps tu te laisses d'intégration derrière? Oui. Et ça, c'est hyper bon, c'est des très bons conseils. Sarah, on arrive gentiment au bout de cet épisode de podcast. Est-ce que tu avais des choses à compléter, à rajouter, des informations à nous transmettre en plus? Franchement, Virginie, déjà, je voulais vraiment te remercier pour l'invitation et je suis certaine que les personnes qui nous ont écoutés ont reçu aussi des messages sur le potentiel que peut leur apporter leur respiration.
Je souhaiterais peut-être juste, j'ai spoilé même, en parlant très tôt en fait du livre parce que voilà, il y a un passage là-dessus spécifiquement qui est venu pendant nos discussions et qui est abordé, mais c'est clair que en fait j'ai tout fait pour transmettre le savoir, pour que chaque personne en fait puisse prendre des bouts, et peut-être que par moment vous allez être d'accord avec mon approche, peut-être par moment pas d'accord, mais en fait l'objectif c'est pas que tout le monde soit d'accord, l'objectif c'est se dire que le souffle est important et que tant qu'il y a de la respiration, il y a de la vie, et qu'on est capable d'avoir cette compétence intrinsèquement humaine de reprendre le contrôle sur son souffle pour diriger son énergie, pour venir en fait entre guillemets améliorer son quotidien en étant davantage reconnecté à l'intérieur de soi-même et vivre une vie beaucoup plus alignée. Donc il y a un potentiel de transformation pour tout le monde, et c'est ce que j'aime en fait dans l'approche de ton podcast, et je suis vraiment ravie d'avoir donné peut-être un regard pragmatique à ce monde autour du développement personnel, de la spiritualité, qui peut être parfois un peu plus théorique ou un peu éloigné de la réalité. Là on est vraiment dans le vrai, dans quelque chose qui pas juste tangible parce que on touche, mais vraiment on touche de l'intérieur en fait. Donc merci pour ça, et merci pour tout ce que tu fais et que tu transmets toi aussi. Merci beaucoup, Sarah. Donc, merci pour tout. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, donc si vous avez aimé cet épisode, donc toutes les informations seront en description du podcast, quelle que soit la plateforme où tu l'écoutes. Tu peux aller rejoindre Sarah sur ses réseaux sociaux, je les mettrai aussi en référence. Et en tout cas, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en mettant des petites étoiles, des notes et en le partageant à des personnes à qui ça peut intéresser. Merci beaucoup, à tout bientôt. Merci Virginie.